les femmes, on a envie de raconter des histoires. On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes qui se sont dit mais le son ça m'intéresse, il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie. Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole. Il y a des filles à la régie, à l'administration. Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Donc là, on ouvre une nouvelle page. Notre silence ne nous protégera pas. Et j'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sorociné. Je suis Marianne Agier et aujourd'hui, j'accueille Alicia Arpaia. Salut. Et Diane Lestage. Hello. On va parler du nouveau film d'une réalisatrice qui nous est chère, Leila Bouzid, cinéaste tunisienne, qui sort ce 22 avril son 3e film, à voix basse. L'histoire d'une jeune femme, Lilia, qui retourne dans sa Tunisie natale pour les funérailles de son oncle, mort dans d'étranges circonstances et dont les révélations sur sa sexualité résonneront avec la propre vie de Lilia. On écoute. Maman, je te présente Alice, ma coloc. Ça va quand même, tu tiens le coup. محمد علي ذهبي الناس كنت تعرفوه فما حاجات ما نعرفوهمش دونك تعرفوا حاجه انتم وش يصير توا سيد الكوميسار؟ تو كان تحل بحث وتولي قضيه، انا متاكد اللي الوالده ربي فضلها مش باش تنجم تحمل. البلاد هذه مادام فيها قانون احنا من واجبنا نطبقوا راه. Tu comprends pas ce qu'ils essaient d'insinuer à propos de Mohamed Ali? Donc on fait comme si de rien n'était. C'est pas toi qui vas gérer les médisances des gens. Ça le bord de Lily. On va se pencher sur ce film qu'on a toutes les trois beaucoup aimé, mais les filles, avant ça, en un mot, pour donner un peu le ton, qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Diane, je te laisse commencer. Je trouve que c'est une très belle surprise. Moi, j'avais découvert son cinéma, comme beaucoup, avec une histoire d'amour et de désir. Et en fait, il y a quelques mois, il y a 2 mois même, j'ai vu son premier long métrage au Festival Regard Satellite à Saint-Denis. Et en plus, sur grand écran, je l'avais jamais vu, c'est À peine j'ouvre les yeux. Et c'est vrai que je me suis dit, putain, c'est fou. J'ai jamais vu ce film, il est sorti en 2015, c'est vraiment un film fait pour moi, ça m'a vraiment pris en plein cœur l'histoire de cette jeune rockeuse en Tunisie. Et du coup là, j'ai vu des parallèles aussi, je trouve qu'il y a vraiment, on peut vraiment lier un truc entre ces films. Et non, je trouve ce nouveau film magnifique. Plutôt dithyrambique, donc Alicia. Pareil que toi, moi je l'avais aussi découvert son travail avec une histoire d'amour et de désir, et je trouve que ce nouveau film est tout aussi beau que le précédent. Alors j'ai pas eu la chance de voir son premier film, mais je vais rattraper ça je pense très rapidement. Et j'aime beaucoup vraiment la manière dont elle dessine vraiment l'élan de la liberté dans cette jeunesse tunisienne au sein d'une culture qui les entrave. Et j'aime particulièrement en fait ce qu'elle fait des relations mère-fille, qui est aussi quelque chose qui revient tout au long de sa filmographie. Et toi Mariana ? Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, donc je vais pas le répéter, sinon ce podcast est interminable. Mais juste même chose, moi j'avais eu vraiment un immense coup de cœur sur une histoire d'amour et de désir qui est vraiment un film extrêmement fin. On aura l'occasion de revenir dessus dans cet épisode. Je trouve que celui-là, à voix basse, il est peut-être un peu plus faible. Je trouvais qu'une histoire d'amour et de désir avait mis la barre très très haut. C'est un peu moins le cas de celui-ci, mais j'ai quand même beaucoup beaucoup apprécié, notamment, on va en parler, mais toutes les scènes d'intérieur qui se passent dans cette maison familiale, je les ai trouvées extrêmement bien tissées et bien filmées. Donc un lien entre trois générations de femmes que je trouve extrêmement réussi. On va rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, on ne peut pas échapper à notre traditionnel petit point biographique rapide, mais tout de même, il faut prendre le temps de présenter Leila Bouzid puisqu'on l'aime beaucoup. Alicia, est-ce que tu peux nous dire qui est Leila Bouzid ? Alors Leila Bouzid, elle fait partie de ces cinéastes que j'appellerais issus de la nouvelle vague de réalisatrices tunisiennes, qu'on peut même élargir au Maghreb, et qui a éclos après la révolution du jasmin en 2014. On a vraiment toute une génération de réalisatrices qui s'est emparée justement du cinéma pour raconter justement cet élan de la jeunesse et la libération des femmes notamment. Une liberté sexuelle que Leila Bouzid a beaucoup filmée, qu'on le voit encore dans À voix basse, c'était déjà le cas dans Une histoire d'amour et de désir. Dans son œuvre, Leila Bouzid, elle filme une jeunesse qui est prise en étau entre une envie de liberté, une liberté sexuelle notamment, et une culture qui est conservatrice, des lois qui sont restrictives et un héritage qui peut aussi les entraver, mais qui ne cherche pas forcément à renier ces personnages. C'est ça qui est aussi intéressant dans son cinéma, c'est que c'est un cinéma qui est très subtil, très
très fin, comme on l'a déjà dit. C'est une artiste qui est née en Tunisie en 1984 et qui avait déjà un pied dans le cinéma dès la naissance, puisqu'en fait, son père, Nouri Bouzid, est un des grands cinéastes tunisiens des années 80-90, qui avait notamment eu son premier film présenté à un certain regard et qui s'appelait L'homme de cendre, et qui est un film qui abordait les violences sexuelles sur les jeunes garçons. Donc déjà un cinéaste très engagé pour ausculter la société tunisienne, et c'est vrai que Leila Bouzid lui emboîte vraiment le pas avec de nouveaux sujets. Donc elle a grandi à Tunis, puis elle est venue s'installer à Paris pour ses études, et après un premier court-métrage, elle est passée par la Fémis, et son cours de fin d'études, Soubresaut, sort en 2012 et est très remarqué à Clermont-Ferrand, puis surtout au festival Le Premier Plan d'Angers, où elle va gagner le Grand Prix du jury. Donc c'est un film qui parle des violences faites aux femmes, où elle raconte l'histoire d'une famille qui cache un drame et reproduit ainsi des schémas de violence. Le portrait d'une mère et de sa fille est une manière, surtout pour elle, d'aborder métaphoriquement la société du mensonge, là je reprends ces termes, et qui est vraiment quelque chose qu'on va voir de nouveau dans À voix basse et qu'on va développer après. Après ce court-métrage, elle va devenir assistante réalisatrice, notamment sur un tout petit film qui s'appelle La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, petit film indé français. Et qu'on n'attendait pas dans ce podcast. Voilà, je l'ai découvert vraiment en préparant ce podcast et c'était assez inattendu. Mais pour l'anecdote, parce qu'on adore les anecdotes dans les portraits, Abdelatif Kechiche avait été acteur chez son père, donc il y a un petit lien, voilà. Et en 2015, elle sort donc son premier long métrage, À peine j'ouvre les yeux, dont tu as très bien parlé, Diane, donc je ne vais pas beaucoup en ajouter, à part que c'est encore une fois un grand film sur la liberté, sur les rapports mère-fille et aussi sur la musique. Et il avait été primé à Venise, où il avait été présenté. Et du coup, 6 ans plus tard, en 2021, il y a le fameux Une histoire d'amour et de désir, qu'on citait beaucoup tout à l'heure, notre coup de cœur à toutes. Alors oui, son premier film avait été tourné en Tunisie juste après la révolution de Jasmin. Et là, elle arrive à Paris avec une histoire d'amour très douce entre un jeune étudiant qui étudie à Paris mais qui vient de la banlieue parisienne et une jeune Tunisienne qui est fraîchement débarquée en France. Et donc c'est un éveil sexuel, un éveil au désir sur fond de poésie érotique arabe. C'est un film d'une grande beauté et qui nous donne envie de lire de la poésie érotique arabe, il faut le dire, et qui avait fait la clôture de la Semaine de la Critique et qui avait remporté après le Valois de Diamant au Festival du film d'Angoulême. Donc un vrai succès critique qui fait qu'on attendait avec beaucoup d'impatience ce troisième long métrage, À voix basse, qui a été présenté en compétition au Festival de Berlin. Désir, famille, secret, liberté sont encore au programme, avec un casting féminin que je trouve vraiment remarquable. Il y a Eya Boutera qui est la révélation du film, donc moi j'avais jamais vu cette comédienne et elle est vraiment incroyable. Yema Bass évidemment qu'on adore, et Marion Barbeau qu'on est contente de voir dans un vrai rôle après Gourou, parce que voilà, c'est juste gratuit. J'avais envie de défoncer ce film. Qui avait aussi joué dans... Et dans Encore, évidemment, de Clapiche. On adore. À la base, la révélation de Encore, oui. Oui, c'est ça. Mais dernièrement, on l'a vu dans Gourou et je trouve que c'était pas du tout à son honneur. Et donc, j'étais contente justement de la revoir dans un rôle. Pas le temps de jouer, juste donc. Voilà. Donc on aime voir des actrices jouer des vrais rôles au cinéma. Merci Alicia pour cette belle entrée en matière dans ce film dont on va parler aujourd'hui. Donc À voix basse, je le disais tout à l'heure, c'est un film qui prend pour enjeu principal la reconnaissance de l'homosexualité. C'est pas vraiment un spoiler, ça arrive très tôt dans le film. Donc cette reconnaissance de l'homosexualité comme grand secret familial à plusieurs niveaux. Leila Bouzid fait quelque chose d'assez intéressant avec ses personnages, c'est-à-dire qu'on a donc cette jeune femme qui vit en France, qui rentre donc dans cette Tunisie natale pour cet enterrement et qui va découvrir des secrets familiaux. Et en fait, Leila Bouzid oppose d'une part cette homosexualité masculine invisible de l'oncle qui est décédé. Donc à ce moment-là, le film prend plus une forme de film d'enquête où on va petit à petit recomposer un peu les morceaux de cette mort mystérieuse. Et l'homosexualité donc de Lilia, le personnage principal, autour de laquelle il y a beaucoup de silence au début et qui va se rendre petit à petit de plus en plus visible. Je voulais revenir là-dessus notamment parce que cette représentation de l'homosexualité, c'est quelque chose qui est pour le coup très nouveau dans le cinéma de Leila Bouzid. Dans ses deux premiers films, À peine j'ouvre les yeux et Une histoire d'amour et de désir, elle s'intéressait beaucoup à la question de l'éveil du désir, mais du désir hétérosexuel. Donc là, comment est-ce que vous avez vu, vous, cette nouvelle représentation d'une sexualité, cette fois lesbienne chez Leila Bouzid? Est-ce qu'elle est réussie? Est-ce qu'elle est plutôt ratée, Diane?
Déjà, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est pas un éveil cette fois-ci, on rencontre un couple de femmes installées, on comprend qu'elles ont des projets ensemble de vie commune, en tout cas d'enfants, et que du coup, il y a quelque chose... on arrive en fait dans leur couple. Moi, je trouve que c'est assez intéressant aussi d'établir sur un territoire arabe un couple d'une jeune femme tunisienne avec une jeune femme européenne, mais qui existe depuis, je sais pas, peut-être 10 ans en fait, on n'en sait rien, et voilà, c'est établi en tout cas, le film nous le présente comme ça. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est moins dans l'éveil du désir que dans ses précédents films. C'est plus un éveil, on va dire, à comment vivre ce couple aux yeux des autres, pour moi. Donc, c'est très différent. Je trouve que c'est plutôt réussi sa représentation parce que c'est quelque chose qu'on a rarement vu. En tout cas, moi, j'avais jamais vu un film sur un couple de lesbiennes, comme tu te disais, Diane, au Maghreb. En tout cas, on a pu en voir dans le cinéma français. On y reviendra plus tard à Paris ou dans d'autres territoires. Mais là, il y a quelque chose d'assez inédit. Et puis, surtout dans ce contexte de communauté féminine. Et c'est ça que je trouve très beau et très fort dans le film. C'est que le personnage principal est entouré de femmes, de mères, de tantes, de grand-mères. Elle vit avec une femme et pourtant elle doit leur cacher. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir que même entre femmes, il faut se cacher elle ressent le besoin de cacher sa sexualité, qu'elle ne se sent pas dans un espace sécurisé. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très très intéressant dans cette manière dont elle déplie cette thématique. Oui, c'est vrai que la question de la représentation, c'est vraiment un point de départ très assumé de la part de la réalisatrice, de vraiment partir de l'idée de ce manque. Effectivement, c'est un peu la conclusion à laquelle on était arrivé sur nos précédents podcasts. Effectivement, on est sur une visibilisation dans le cinéma des femmes lesbiennes de plus en plus fortes, mais sur certains milieux sociologiques, certains milieux géographiques. Et là, effectivement, parler d'une représentation en Tunisie, en l'occurrence, effectivement, elle était partie un peu de nulle part à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est un peu reconstitué quelque chose à partir de rien. D'autant plus qu'il y a aussi cette idée qui gravite un peu en fond en faisant cette opposition entre l'homosexualité féminine et l'homosexualité masculine. Il y a une silenciation d'autant plus appuyée dans le film, je trouve, puisque de toute façon, c'est un moment clairement dit dans le film, on y reviendra, mais les relations homosexuelles restent encore aujourd'hui criminalisées en Tunisie. Et à un moment où tous ces personnages-là se retrouvent dans une gendarmerie, Lilia assume ouvertement son homosexualité, mais ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, comme c'est une femme lesbienne et que l'homosexualité féminine, on s'en fiche un petit peu parce que ça n'existe pas vraiment, en tout cas personne n'a trop envie d'en entendre parler, et ben en fait c'est pas si grave que ça, ce qui du coup est une conclusion très en demi-teinte pour son personnage. Alicia ? Oui, moi je voulais aussi rebondir sur comment elle représente l'amour de ce couple, et j'aime beaucoup en fait la subtilité de son écriture et la distance de sa caméra sur ce couple, qu'on n'a pas des grands moments d'effusion, il n'y a pas de scène d'amour, enfin il y en a une qui arrive vraiment à la toute fin pour conclure, donc je vais pas non plus trop spoiler, mais je trouve ça justement très beau d'attendre finalement la conclusion du film pour montrer vraiment un épanouissement sexuel, même si voilà on sent qu'elles s'aiment, qu'elles sont tout à fait épanouies aussi dans leur couple à ce niveau-là, mais ce n'est pas montré, ce n'est pas le sujet, et le fait que ça revienne un petit peu à la fin comme ça pour conclure finalement la quête identitaire, culturelle du personnage principal, c'est assez beau, et vraiment ça se joue aussi des fois dans des regards, dans des petits gestes, c'est vraiment très fin, très subtil. Il y a une scène notamment où elles s'embrassent, où c'est un petit peu caché derrière les oliviers, et je trouve que vraiment cette distance de la caméra sur ce couple est très très belle et très adaptée aux propos. Oui, et dans l'écriture, moi, c'est vraiment ce genre de couple que j'ai envie de voir au cinéma, peu importe homosexuel ou hétérosexuel. C'était déjà le cas avec Des preuves d'amour d'Alice Douard, où je trouvais qu'on avait accès à un couple comme on aimerait le vivre dans la vie, c'est-à-dire avec de la communication, avec de la tendresse, avec de l'écoute. Et là, je trouve qu'on a aussi affaire à ça, que le personnage de Alice, qui est jouée par Marion Barbeau, elle accompagne sa compagne, mais elle l'attend. Elle sait l'attendre, elle sait être à sa place et lui laisser vivre son deuil, vivre ces choses avec sa famille, en étant consciente qu'elle ne peut pas s'imposer là-dedans. Et je trouve ça très beau comme geste d'amour, en fait. Ah oui, moi je trouve que le plus beau geste d'amour de film, c'est un SMS. Il y a un moment donné, elle envoie un SMS en fait pour lui dire justement, c'est ce que disait Diane, prends le temps. Je m'écarte, et je trouve que c'est le plus beau geste d'amour que j'ai vu au cinéma depuis le début d'année. C'est vraiment magnifique, et pourtant voilà, c'est un SMS, comme quoi bravo Leïla Bouzid.
Et alors, à l'inverse de cette relation lesbienne, donc qui part du silence, parce qu'effectivement, tu le disais, Diane, donc elles arrivent en fait toutes les deux en Tunisie. Lilia va dans sa famille, Alice reste à l'hôtel. Effectivement, il y a cette idée de prendre de la distance. Il y a aussi cette idée où, tout simplement, Lilia n'a jamais dit à sa famille qu'elle est elle-même lesbienne. Donc, il y a ce silence-là aussi qui entoure sa propre vie en France, à partir de laquelle on comprend qu'elle ne dit pas grand-chose à ses parents. Au fil du film, ce silence-là résonne donc avec le grand silence qui entoure la famille, qui est le silence autour de la mort de l'oncle, qui, pour encore une fois la petite anecdote, donc partait là aussi d'un élément du vécu de Leila Bouzid. Enfin, de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'elle pioche dans sa propre vie pour créer ses films, mais donc là, il y a une part d'autobiographie, en tout cas dans ce film, qui est assez indéniable sur certains points. Et donc cet oncle-là, dont la mort est nimbée de beaucoup de mystères, et petit à petit, elle comprend qu'en fait, il y a des choses étranges. Déjà, elle apprend qu'il est mort dans la rue complètement nu, ce qui est un tabou énorme dans la famille, donc elle doit mener l'enquête petit à petit. Il y a ensuite la police qui vient pour poser des questions, et c'est Lilia elle-même qui va mener sa propre enquête en se rendant notamment dans des lieux queer de Sousse, donc la ville où se déroule l'histoire. Et à partir de là, donc, il y a un peu tout ce fil-là du silence qu'elle va dérouler. Diane, tu voulais revenir là-dessus ? On peut parler aussi de la manière dont Leila Bouzid aborde le territoire, que ce soit justement les lieux cachés, ce qui est montré, et comment sa mise en scène travaille ça avec son chef opérateur, comment il travaille la lumière autour de ça dans le décor. Et je trouve que c'est quelque chose qui était déjà présent. Quand je repense à peine j'ouvre les yeux, il y avait déjà cette idée du bar comme lieu de libération, d'émancipation, où le personnage féminin allait avec ses amis musiciens dans des bars d'hommes, ce qui était hyper choquant et mal vu, pour aller boire de l'alcool en plus, des bars un peu cachés. Et là, les milieux queer sont des milieux interlopes, des milieux cachés. Donc là, on retrouve cette idée-là où c'est là où il va se passer des choses, et là où on va pouvoir quand même libérer de certaines paroles. Donc, je trouve qu'il y a quand même quelque chose comme ça qui est assez fou, et notamment aussi la maison qui permet ça, et comment la lumière petit à petit va rentrer dans le film. Je trouve qu'il y a un travail assez fort mené autour justement du comment on met en scène ce secret, mais de manière visuelle dans la photographie. Et puis le travail sur la photo de la maison, effectivement, je le trouve assez magnifique. C'est vraiment une des choses que j'ai préférées dans le film. Et effectivement, cette colorimétrie qui est en même temps très douce, très chaleureuse. On est vraiment sur des teintes extrêmement chaudes. Tout cet intérieur-là, on sent qu'il y a aussi une idée d'un intérieur vers un cocon familial, de quelque chose de très doux. Elle joue d'ailleurs aussi, il y a des petites intrusions de mise en scène presque un petit peu fantastique, vraiment juste pour avoir cette idée du passé qui se superpose en permanence au présent. Et en même temps, oui, elle joue énormément sur le clair-obscur en permanence dans ces scènes d'intérieur. On y reviendra un petit peu plus tout à l'heure, mais ça joue beaucoup effectivement sur ce secret, ce silence qui se tient, qui évoque aussi l'impossibilité de déclarer, même pour elle, la manière dont cette propre histoire résonne avec sa sexualité à elle. Alicia ? Moi, je pensais aussi, par rapport à ce que tu disais, Diane, la scène qui suit celle du bar, où elle se retrouve dans la rue, et d'un coup, on est dans un espace sombre. Alors, la rue est censée être un espace ouvert, et finalement, c'est là où elles sont le plus enfermées. Et il y a un des hommes qui était avec elle au bar qui les suit, mais elles ne le reconnaissent pas au début, et elles ont peur. Et je trouve que cette scène, qui est assez courte dans le film, elle montre beaucoup de choses, finalement, sur la peur que peuvent ressentir les femmes, mais aussi les homosexuels à se balader dans les rues de Sousse la nuit, un espace qui n'est donc pas sécuritaire pour eux. Et le fait que, en fait, l'homme qui les suit est en fait quelqu'un de leur communauté, je trouve que c'est une manière de déjouer un petit peu ça. Alors c'est un suspense qu'on peut trouver des fois peut-être un petit peu déplacé, je peux comprendre tout à fait pourquoi, mais là je trouve que ça fonctionne, surtout qu'on a aussi deux personnages féminins qui n'ont pas la même culture, et celui de Marianne Barbeau ne comprend même pas pourquoi Lila est inquiète à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est une petite scène assez courte, mais que je trouve vraiment intéressante dans ce film-là, aussi sur la question du territoire que tu abordais, parce qu'on voit aussi que la manière dont elle montre, et elle parle de la rue, donc celle où son oncle est mort, en tout cas la rue au sens large, et c'est plutôt intéressant de sa part. Et les autres espaces extérieurs qu'elle montre, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est une oliveraie. Et là, je trouve que c'est un espace plutôt justement de respiration, où en fait un des personnages du coup homosexuel qui a connu son oncle se cache, ou en tout cas c'est là où il est parti pour justement lui-même respirer. Et j'aimais beaucoup aussi cette manière dont elle filmait cet espace-là, avec là encore beaucoup de distance. Les arbres étaient au premier plan, vous voyez les personnages au second. Et je trouve que c'est une belle manière vraiment de positionner ces personnages dans l'espace, et de voir comment aussi les territoires peuvent répondre à leur psyché, comme tu le disais, Diane.
Et puis même c'est là où elles vivent leur amour dans le film. Enfin, on va les voir s'embrasser pour la première fois. C'est dans le jardin de la grand-mère, dans une végétation très luxuriante qui les camoufle un petit peu du reste de la famille. Donc c'est vrai que, comme tu dis, l'extérieur peut aussi finalement révéler un peu ce qui est caché. Et parlons-en justement de cette maison qui est un peu l'élément, voire le personnage principal du film, cette maison familiale dans laquelle on sent qu'il y a plusieurs générations qui vivent. La réalisatrice visualisait vraiment ça, c'est un terme qui revient beaucoup dans ses commentaires, elle voyait vraiment ça comme un gynécée pour faire référence aux maisons gréco-romaines qui étaient spécifiquement destinées aux femmes, donc avec cette idée vraiment à la fois d'un espace intérieur, donc un espace intime et en même temps d'un dialogue justement entre plusieurs femmes. Et là, ce que je trouve très beau, c'est qu'il y a vraiment cette idée en même temps de la maison qui est extrêmement filmée en elle-même, mais qui regroupe du coup 3 générations différentes de femmes et de fait 3 rapports très différents aussi avec la Tunisie. Alicia ? Oui, c'est vrai que c'est très fort de voir ces 3 femmes-là. Donc on a cette grand-mère qui est vraiment la figure matriarcale, je pense qu'on peut le dire, de la maison, qui pleure du coup son fils disparu et qui règne vraiment, on sent un peu d'une main de maître sur toute cette assemblée. On sent qu'elle inspire à la fois l'amour, mais aussi d'une certaine manière la crainte. On va découvrir notamment que le personnage de l'oncle cachait l'homosexualité à sa mère, ou en tout cas ne lui a jamais dit ouvertement, caché également des lettres à un amant qu'il n'osait pas donner en attendant la mort de sa mère. Enfin, on sent vraiment que c'est elle la gardienne des secrets, que c'est quand elle partira que la maison peut-être va se déverrouiller. Donc un personnage qu'on voit assez peu finalement, mais qui a un peu cette ombre au-dessus de la maison. Puis la mère qui est jouée par Ayam Abbas, qui est un monument du cinéma arabe, mais pas que, qu'on a aussi vu dans des productions qu'on voit mondiales, beaucoup dans des rôles justement, je trouve, de mères qui transmettent des traumas intergénérationnels à leurs enfants. En tout cas, c'est un peu l'image que j'ai d'elle actuellement, mais ça lui va très très bien comme personnage. Et je trouve que les scènes justement mère-fille avec Eya Boutera sont vraiment celles qui m'ont, je pense, le plus marqué dans le film, parce que c'est toute la cruauté et l'amour mêlés en même temps dans les relations mère-fille. C'est très très fort. Tu parlais de la grand-mère, c'est la gardienne des secrets, mais c'est aussi un personnage qui représente une forme de violence très réelle par rapport à la transmission des injonctions, mais aussi justement à ce conflit générationnel qui, à certains moments, et c'est un peu aussi la conclusion du film, qui crée des formes de dialogue de sourds aussi et des formes de compromis qui se font dans une forme de surdité où aucun des camps finalement n'accepte de céder, parce qu'il y a à plusieurs reprises des rappels comme on les a tous vécus, mais là disons très amplifiés par le film, sur le fait que le personnage de Lilia ne s'est toujours pas marié, n'a toujours pas fait d'enfant, ne revient pas assez souvent voir sa famille, tout ce genre de choses, et elle les incarne de manière assez forte, et justement on n'est pas vraiment dans la figure de la grand-mère douce comme on pourrait la voir, quoi. Diane ? Justement, cette surdité, c'est intéressant aussi de voir ce personnage de la mère jouée par Ayam Abbas, qui est une femme médecin, donc une femme aussi de pouvoir. Et je trouve qu'à l'intérieur, on arrive à capter, sans que ce soit montré, le rapport entre la mère et la grand-mère, justement. Ce qui a pu se passer, en fait, dans leur passé, quand elle-même était jeune fille. C'est-à-dire qu'à aucun moment c'est dit, à aucun moment c'est vraiment montré. Et en même temps, on le ressent très fortement. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et voilà, on parlait d'Ayam Abbas, tu disais, Alicia, on peut repenser aussi à Bye Bye Tibériade, de sa fille Lina Swalem, où il y a aussi cette idée en fait de maison qu'on retrouve en Palestine, et de cette transmission de la grand-mère à la mère, aux tantes. Il y a quelque chose en fait en y pensant où elle est à sa place aussi, en lien avec sa vie réelle. Il faut donc évidemment qu'on mentionne donc les actrices dont on a un petit peu parlé, mais surtout donc l'actrice principale, Lilia, jouée par Eya Boutera, qui était son premier rôle de cinéma, sur laquelle j'ai l'impression qu'il y a un petit consensus positif. Alicia ? Alors c'est pas sa toute première apparition au cinéma, elle avait déjà fait quelques petits rôles dans des cours avant notamment, mais c'est vrai qu'elle est vraiment incandescente dans ce film où on voit elle a une stature vraiment, elle impressionne je trouve par son jeu, mais comme les autres comédiennes qu'on avait vues auparavant dans les 2 précédents films de Leïa Bouyib. Alors le premier je l'ai pas vu donc je vais pas parler, je laisserai Diane s'en charger, mais c'est vrai que dans Une histoire d'amour et de désir, je trouve qu'on a un peu une même typologie d'actrices, des nouveaux visages et qui s'imposent mais en 1 seconde à l'écran et qui sont absolument formidables dans ce qu'elles dégagent, tout en émotion tenue justement, vraiment très très belle révélation.
Je trouve aussi que ce qui tient beaucoup la route et ce qui n'était pas évident, c'était justement de mettre une actrice dont c'est un des tout premiers rôles face à Ayam Abbas, qui encore une fois est vraiment un monument, qui a aussi, on a cité Bye Bye Tibériade, mais c'est aussi une actrice de la série Succession par exemple, je veux dire qui vraiment a une carrière internationale très marquée. Et je trouve que pour le coup, ce duo-là qui est très présent dans le film, ce duo Murphy, tient totalement la route. Et c'est vrai que c'était pas évident pour une actrice dont c'est le premier rôle et pour une direction d'actrice de trouver justement le bon ton entre les deux. Et encore une fois, pour la petite anecdote, mais vous pourrez retrouver ça dans l'interview qu'on a faite de la réalisatrice, mais Yaboutera, donc les premiers jours de tournage en fait face à Ayam Abbas, apparemment selon la réalisatrice, n'avait plus de voix, était incapable de dire ses répliques, et elles auraient passé une journée entière sur la plage où du coup Leila Bouzid lui aurait fait hurler ses répliques sur la plage jusqu'à ce qu'elle arrive à trouver de la fluidité et à retrouver justement cette voix qui lui manquait. Et je trouvais que c'était une anecdote extrêmement drôle. En revenant aussi à cette idée de conflit générationnel, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, alors c'est un peu étrange de dire ça comme ça, mais justement le fait que ces relations, qui sont toutes des relations maternelles qui s'imbriquent, soient des relations qui transmettent des formes de violence assez évidentes, que ce soit justement de la grand-mère dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi justement de la mère de Ayam Abbas, qui, lorsque l'homosexualité de sa fille devient pour elle une évidence, réagit de manière extrêmement violente. Ce qui m'a fait penser, on y reviendra évidemment un petit peu tout à l'heure, parce que c'est impossible de ne pas y penser, mais on parlait dans un autre épisode de la petite dernière d'Azierazi qui rejoint un peu ce film sur certaines thématiques et notamment sur ce lien mère-fille. L'acceptation se fait de manière très silencieuse, mais se fait quand même et d'une manière extrêmement douce. Ce qui, je trouve, n'est pas du tout le cas ici. Il y a au début quelque chose qui semble, une réaction de la part de la mère qui semble être un rejet très violent, qui d'ailleurs m'a laissé au début un peu perplexe, parce que ce personnage de mère, justement, dit avoir beaucoup accompagné l'homosexualité de son frère, l'avoir beaucoup encouragé à rendre ça public auprès de ses parents. Donc moi j'ai eu un peu du mal à comprendre cette réaction de rejet quand même très très violent. Elle n'adresse plus la parole à sa fille, elle ne la regarde plus dans les yeux pendant plusieurs scènes du film. Comment est-ce que vous l'aviez interprété justement, cette réaction très violente ? Mais je pense que ce qui a été, c'est qu'elle a tellement souffert en fait d'avoir fait tout ça pour son frère qu'elle n'a pas envie de le refaire une seconde fois pour sa fille. Enfin, moi, j'interprète un petit peu comme ça, parce que justement, comme vous le disiez, la grand-mère est toujours là et qu'on est encore obligé de faire face. On est à sous et on est obligé, en fait, par rapport à cette société, de continuer de garder tout comme un secret. Ce qui est très beau aussi, c'est justement le père. Il y a un lien totalement différent entre le personnage de Lilia et de son père, qui en fait, lui, est au courant, qui lui est très doux, qui connaît déjà sa compagne, on sent qu'il y a quelque chose, et qui aussi, on a l'impression que ça joue, vu que les parents sont divorcés, on a l'impression que ça rajoute de la colère chez la mère, le fait qu'elle ait ce lien très fusionnel avec son père, on est un peu dans des carcans inversés, je trouve, et c'est assez intéressant à analyser. Mais c'était un petit peu le cas aussi dans son premier film, où justement les rapports conflictuels étaient avec la mère, et où le père jouait ce rôle qui l'accompagne en fait dans sa musique, dans l'émancipation, etc. Donc c'est quelque chose qui doit te réveiller un petit peu Leila Bouzid, mais c'est assez intéressant de faire le parallèle. Oui, tout à fait, parce qu'on sent que c'est une mère qui aime profondément sa fille, et que c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est aussi violente face à cette annonce. Alors qu'en face, d'ailleurs, j'aime beaucoup cette scène, parce que Lilia, elle, reste très douce dans sa manière justement de parler à sa mère. Il n'y a aucun énervement, il n'y a aucune séquence de larmes. Elle dit des mots un peu classiques du coming out qu'on peut faire à ses parents, qu'on a pu déjà entendre dans d'autres représentations, mais vraiment avec une douceur et une linéarité, comme si elle avait préparé ce discours depuis vraiment très longtemps, et que là c'était le moment de le laisser partir, et elle s'attendait à la réception de sa mère. Donc je trouve que justement c'est plutôt bien fait de pas être parti justement dans quelque chose de très dramatique, et de rester sur une ligne où la mère, finalement, on ressent sa violence, mais on ressent que sa fille ne lui en veut pas pour autant. Enfin, elle ressent la violence évidemment, mais ça ne s'envenime pas, quoi. Oui, en conclusion de tout ça, il y a aussi une fin qui personnellement m'a un petit peu crispée, parce que je trouvais qu'on était vraiment dans le happy end, pour le coup un petit peu too much, même si c'est un happy end en demi-teinte, mais ça reste quand même un happy end. Moi je trouve que c'est pas tant que ça. Hein. Je trouve que le saut dans le temps de plusieurs années où elle se retrouve à avoir un enfant, alors qu'avant, je sais pas, moi il me semblait avoir compris qu'elle n'en voulait pas, ou alors que c'était quelque chose qu'elle refusait de
de se permettre. En tout cas, le film, alors petit spoiler évidemment, mais le film se termine donc sur un autre retour en Tunisie plus tard de ces deux femmes donc qui ont eu un enfant ensemble, qui voilà fait la grande joie de la famille comme toute arrivée d'un nouvel enfant, avec voilà toute la famille qui se rassemble et les 90 ans, il me semble, de la grand-mère. On lui présente l'enfant comme étant l'enfant de son ami qui par hasard est venu en Tunisie au même moment. Donc il y a toujours une fin qui je trouve, moi je l'ai trouvée un peu trop évidente, et c'est sur ces aspects-là que j'ai trouvé le film un peu faible. Pour le coup, je suis pas d'accord, parce que ça montre aussi que même derrière cette happy end apparente, en fait, on a toujours ce secret. Finalement, ça n'a pas été levé, puisqu'elles sont toujours là à dire à la grand-mère « Ah, ma regard, c'est l'enfant de mon ami ». Donc, il y a toujours cette chape de plomb qui est présente, et je trouve que c'est une conclusion douce amère qui est très cohérente avec le reste du film, et malheureusement très cohérente, je pense, avec le vécu de ces familles où ces personnes des anciennes générations continuent de ne pas d'avoir des œillères entre guillemets, parce que bon voilà, la réalité est quand même assez évidente. C'est marrant parce que en voyant le film, j'ai pensé à un arc secondaire qui s'appelle Youssef Salem a du succès de Baya Kasmi, qui parle d'une famille d'origine algérienne, je crois, dont le fils, qui est joué par Ramzi Bedia, dévoile tous les secrets dans un livre. Et parmi ces secrets, il n'y a que la fille aînée et lesbienne, et comme dans ce film-là, elle cache le fait qu'elle a un enfant à ses parents, disant que c'est sa coloc et le fils de sa coloc. Et en fait, j'ai l'impression du coup, où c'est des films totalement différents, mais que c'est des histoires qui doivent arriver assez régulièrement. Et finir le film de cette manière-là, je trouve que c'est mettre un pied dans quelque chose, dans une forme de réalité, mais en même temps lumineuse, puisque voilà, déjà la lumière est très belle dans cette séquence-là. C'est la séquence peut-être la plus lumineuse du film, je pense, visuellement. Et donc je trouve que ça met un peu de lumière dans quelque chose qui reste quand même malheureusement sombre. Oui, moi je l'ai trouvé vraiment cette scène d'une réalité hyper violente, et enfin vraiment ça m'a vraiment fait quelque chose, ce moment où elles arrivent toutes joyeuses dans la famille et elle dit à sa grand-mère, tu te souviens, c'est mon ami et c'est son fils. Et en plus, l'enfant lui ressemble. Enfin, oui, on s'imagine que c'est elle qui l'a porté. Ouais. Et du coup, je sais pas, moi j'ai trouvé ça d'une violence, du fait qu'elle ne puisse pas rentrer chez elle et présenter à sa grand-mère son arrière-petit-fils. Enfin, j'avoue que c'est quelque chose que, pour moi, j'ai trouvé vraiment très 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 sombre en fait, comme tu dis, tout pareil. Il y a vraiment quelque chose d'intériorisé en fait dans la violence, et dans le fait que voilà, il y a un héritage qu'on ne peut pas renier malgré cette envie de liberté, et cette liberté qu'on prend en fait ailleurs qu'en Tunisie, quoi. Alors je l'ai cité tout à l'heure parce que c'est forcément une référence inévitable, en tout cas en voyant ce film, c'est La petite dernière d'Elsa Herdy. Diane, tu citais aussi Des preuves d'amour, le film d'Alice Douard, d'ailleurs 2 films lesbiens auxquels on avait consacré 2 épisodes du podcast l'automne dernier. Je voulais à ce sujet juste vous faire écouter un petit extrait de l'interview qu'on a pu faire de la réalisatrice. Alors il se trouve que les 2 films ont été vraiment tournés en même temps. Ils ont été aussi financés en même temps. On a vraiment tourné exactement aux mêmes dates. Je trouve que les films, ils ont des liens, mais ils ont aussi des vraies différences. Mais c'est des films, en tout cas, qu'on peut faire dialoguer. Je trouve que le film, il dialogue avec tous les films qu'il y a eu aussi sur le couple lesbien l'année dernière, ou en tout cas où il y avait un couple lesbien dans le film. Et cette diversité-là, elle est super intéressante et riche, et les histoires sont très diverses. Mais par exemple, Des preuves d'amour d'Alice Douard, je trouve qu'il y a aussi des liens par rapport à la maternité, même si c'est dans le nom, dans l'ellipse de mon film, on pourrait voir le film d'Alice, donc il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc tous ces films-là se répondent, et le film d'Afsia, à la fois il se répond, à la fois c'est vraiment 2 côtés de la Méditerranée, et la trajectoire des personnages ne se place pas au même endroit, mais il y a un vrai dialogue entre les 2 films, et notamment sur le rapport mère-fille, parce que quelque part, la mère tunisienne à Sousse de Lilia, elle a quelque chose presque de plus moderne que la mère française ici. Moi, je vois aussi beaucoup les différences entre les films, honnêtement, parce qu'il y a cette histoire de transmission sur 3 générations de femmes. Il y a un peu un gynécée dans cette maison, il y a un travail sur le lieu. Il y a aussi des femmes dans le film d'Alcia, mais c'est les sœurs, donc c'est un peu différent. Mais voilà, c'est des films qui vont apporter une petite pierre et qui vont se complémenter, se répondre. C'est un peu les 2 faces d'une même médaille, un peu. Alors, La petite dernière comme prequel d'À voix basse et Des preuves d'amour qui s'insère dans le petit saut de quelques années à la fin d'À voix basse. On est dans notre lesbienne Unicinematic Universe. On est clairement sur un film qui s'insère là-dedans.
Tout ça pour poser aussi justement la question de ce que ce film apporte en termes de représentation. C'est vrai que moi, il m'a fait penser en fait à plein d'autres films, évidemment, donc La Petite Dernière en premier, mais moi j'ai aussi, alors vraiment sur tout un tas d'autres thématiques, mais il m'a aussi fait penser à Sound of Falling, le film de Masha Chilinsky qui était à Cannes l'année dernière, sur cette idée de, pareil, on a une maison, plusieurs générations différentes qui s'enchaînent au sein d'un même espace, et comment justement il y a des silences et des non-dits qui ruissellent en fait d'une génération à l'autre. Alors Sound of Falling est beaucoup plus sombre et il parle de thématiques assez différentes, mais voilà, plutôt sur presque cette scénographie, en tout cas cette utilisation de l'espace. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette idée de résonance entre ces films et à voix basse comme une sorte d'apporter une pierre à l'édifice Ah oui, je suis assez d'accord. Moi, je pense aussi, en t'entendant, Mariana, au Fidolfa de Kauter Benania, donc qui fait partie de cette vague justement de cinéastes féministes en Tunisie. Et c'est vrai qu'il y avait aussi cette question de la maison, de cette femme qui était un peu comme une sorte de... pas d'ogresse, mais elle est quelque chose d'assez monstrueux, Olfa, en fait, qui est infusée sur ses 4 filles. Elle envahit totalement l'espace. 2 filles vont disparaître. Donc je trouve qu'on a vraiment, en effet, des parallèles à faire entre ces différents films. Et peut-être aussi parce que les femmes sont beaucoup aussi cloisonnées au Maghreb, dans le monde arabe, à la maison, à des espaces clos. Donc je pense que c'est aussi un motif très récurrent pour ces réalisatrices, parce que ça raconte énormément de choses des sociétés actuelles, encore. Diane ? Oui, c'est marrant, en parlant, du coup, moi j'ai pensé à une autre référence, mais sur ces mêmes sujets, qui est Les Filles du Nil, où c'est des jeunes filles en Égypte qui sont comédiennes et qui parlent de sujets féministes dans la rue. Et en fait, on est aussi confronté à ces familles-là, et du coup, il y a des liens aussi, parce que on est notamment confronté à un père qui va, lui, être un père assez ouvert, qui va encourager sa fille à être comédienne plutôt qu'à se marier et à être enfermée dans le mariage. Et à l'inverse, on a des personnages de mères qui reproduisent totalement les schémas et qui sont vraiment bloqués en fait dans l'univers patriarcal, et qui sont très violentes et très dures envers leurs filles. Et voilà, moi c'est vraiment sur ces aspects-là, c'est vrai, en fait c'est assez fou de voir comment en tant que mère on va reproduire des violences subies et comment on les fait subir à nos filles. Je trouve qu'il y a des choses très passionnantes, et que le cinéma nous montre de plus en plus cette réalité-là, qui nous était peut-être pas accessible avant. Oui, puis cette peur-là liée aussi à la maternité, même si c'est vraiment une sous-intrigue d'À voix basse, c'est quand même sa conclusion, et on sent que c'est ça qui l'empêchait aussi finalement de devenir mère. Et donc du coup je rebouclerai sur, évidemment, vous le savez, le film d'Alice Dewar, parce qu'on avait aussi cette question-là qui était omniprésente dans le film. Oui, c'est vrai que moi j'étais presque étonnée en l'entendant du coup dire ce que vous avez entendu là, citer des preuves d'amour, qui pour moi en apparence est un film d'une légèreté, en tout cas beaucoup plus évidente que tous les films qu'on a cités là, quand même, qui sont des films très lourds sur la question de la transmission. Mais sur le rapport mère-fille, quand même, je trouve qu'il peut avoir de la dureté. Oui, c'est vrai. Mais en plus, là, on parle vraiment de lesbiennes parisiennes, d'un milieu culturel, financier beaucoup plus privilégié. Enfin, on est quand même vraiment sur une typologie très très différente de personnages. Mais les rapports mère-fille sont universels. Et c'est peut-être la conclusion qu'on apportera à ce podcast. Voilà, si vous avez des problèmes avec mon maman, n'hésitez pas à nous écrire. C'est donc la fin de cet épisode. Merci beaucoup les filles. Merci. On vous encourage donc à aller voir À voix basse en salle à partir du mercredi 22 avril. Et si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et un petit commentaire qu'on adore toujours lire. De notre côté, je l'avais déjà annoncé sur notre épisode dédié au cinéma de Claire Denis, mais on vous retrouve très bientôt, au début du mois de mai, pour notre prochain épisode dédié à... Twilight. Pas encore. Oh mince. Ok, je le refais. Donc non, c'est bon, c'était parfait. Vraiment, c'était parfait. Donc ce ne sera pas encore sur la suite de Twilight, mais ce sera un épisode dédié à la suite d'un film culte sur la mode, le style et le burn-out, qui est évidemment Le Diable s'habille en Prada 2. On vous retrouve début mai pour débriefer du film. À très bientôt.